Nous avons vécu une semaine où tout le monde a fait semblant de s'intéresser à 1000 sujets différents, politique française, ministre interchangeable, président sociopathe, inflation, dette, BCE, Fitch, Oracle, mais au fond, une seule chose obsède les marchés, la baisse des taux de mercredi prochain. Vous le savez, ça je crois qu'on l'a bien compris, on en a parlé toute la semaine. Tout le reste, eh ben c'est que du bruit de fond, des décorations sur le gâteau, des écrans de fumée. On a eu une France qui change de Premier ministre comme on change un fusible grillé, même idiot, même fonction, même résultat de toute manière. Une inflation qui ne veut toujours pas rentrer dans les clous, mais on s'en tape comme de l'an 40, un oracle qui s'est transformé en fusée SpaceX, et Fitch qui a bouclé la semaine avec un downgrade sur la dette française pour occuper BFM TV pendant le week-end. Mais malgré tout ça, le monde merveilleux de la finance n'a qu'un seul mot à la bouche: Powell baissera les taux, ou alors on fait une crise de nerfs. Allez, on déroule la semaine parce qu'il y a un paquet de boulot. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 13 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. François Bayrou est tombé, le Premier ministre français s'est fait jeter comme un malpropre. Oui, encore une fois, le gouvernement français, c'est un vrai jeu de Jenga, ça finit toujours par terre. Et le schtroumpf militaire que Macron a mis en remplacement ne fera sûrement pas mieux. Macron l'a remplacé par le cornu, clone technocratique sans saveur, calibré pour dire « oui patron », surtout au président, puisqu'apparemment, leur truc à tous les deux, c'est de boire de whisky à 3h du matin dans les salons de l'Élysée. Donc, il dira oui à tout et essaiera surtout de ne pas trop déranger, et il se fera virer quand même à la fin. Politiquement, c'est un tremblement de terre en France, encore un. Financièrement, tout le monde s'en tape, zéro impact, pas une once de volatilité, pas un mouvement sur le CAC 40 depuis. Le spread au Hotebound s'élargit doucement, mais franchement, ça fait longtemps que plus personne ne croit que la France a un vrai plan économique de redressement. Pour les marchés, la politique française, c'est comme regarder une mauvaise série Netflix, on sait exactement comment ça finit. Alors on finit par zapper l'épisode. Oracle, le dinosaure du logiciel qu'on pensait condamné à faire de la compta pour des boîtes poussiéreuses, a donc sorti un chiffre miracle de son chapeau, un carnet de commandes de 455 milliards de dollars. Pas 45, pas 100, 455. Résultat, l'action a pris 35% en un seul jour, 190 milliards de capitalisation en plus. Larry Ellison, patron mégalo qui s'habille en cow-boy, devient encore plus riche, et tout ça parce qu'Oracle a collé le mot magique sur tout ça, IA. L'IA, c'est devenu comme le ketchup aux USA. On peut en mettre sur n'importe quel plat, ça passera toujours à la fin. Résultat, Wall Street s'enflamme à nouveau, même si les résultats du trimestre chez Oracle étaient moyens, mais qui s'en soucie, l'intelligence artificielle, c'est l'excuse parfaite pour réinventer une boîte et l'envoyer dans la stratosphère. Jeudi, c'était le tour de Christine Lagarde qui a encore sorti le dictionnaire de la langue morte, pas de trajectoire préétablie, décision réunion par réunion. Bref, c'est du Lagarde pur jus, rien de concret, rien de clair, juste assez de mots pour remplir une conférence de presse. La BCE n'a pas bougé ses taux, on s'y attendait, et les marchés ont baillé très fort. Les projections de croissance pour 2025 ont été revues légèrement à la hausse, mais soyons sérieux, personne ne croit à ces prévisions de toute manière. Le vrai sujet, bien sûr, c'est que la BCE n'a plus vraiment de marge de manœuvre, coincée entre une inflation tenace et des économies qui patinent un peu. Alors on meuble, et puis on parle beaucoup, et on laisse Powell faire son boulot la semaine prochaine. Le BLS nous a encore fait une bonne cette semaine. Le bureau of Labor Statistics a annoncé qu'en fait, les chiffres de l'emploi étaient faux. Pas faux de 5 000 ou 10 000, non, 910 000. Presque 1 million de jobs en trop. Résultat, tout le monde se demande si les mecs du BLS sont pas complètement débiles, et Trump, évidemment, s'est jeté sur l'occasion pour accuser Biden d'avoir truqué les chiffres. Powell, lui, se frotte les mains, ça lui donne une excuse parfaite pour baisser les taux sans donner l'impression d'être sous pression. En gros, même les erreurs comptables deviennent des catalyseurs pour Wall Street. Et pour bien finir la semaine, bien sûr, vendredi soir, Fitch a downgradé la France de double et moins à A+, à single et plus. Pour faire simple, vous êtes surendetté, vos réformes sont molles et vos finances publiques tiennent avec du scotch. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est toujours mieux quand c'est écrit noir sur blanc. Résultat, la dette française rejoint officiellement le club des cancres européens et les marchés obligataires l'avaient déjà pricé, donc c'est pas grave. Mais alors le gouvernement fait semblant de découvrir la nouvelle, mais tout le monde savait que ça allait tomber, mais eux ils jouent les vierges effarouchés. Bayrou a même d'ailleurs
commencer à accuser les autres sur X. En fait, en France, il faudrait tous les virer, sans exception, et trouver des gens qui ont un QI supérieur à 12 et un ego à peu près normal pour les remplacer. Et on peut aussi noter que cette semaine, il y a eu des drones russes qui ont été se balader un peu trop loin, directement au-dessus de la Pologne. Varsovie a hurlé à la provocation, l'OTAN a fait des gros yeux, les gros yeux, Moscou a haussé les épaules, et les marchés, silence radio. Plus rien ne fait bouger les traders, sauf si ça touche un pipeline, une raffinerie. Le jour où la vraie crise éclatera, tout le monde sera bien trop occupé à regarder le Nasdaq. Pendant ce temps-là, au Japon, c'est tout l'inverse. Record historique pour le Nikkei, presque 44 000 points. Le Premier ministre Ishiba a démissionné et bizarrement, ça a déclenché l'euphorie. Instabilité politique à Tokyo. Les investisseurs traduisent ça par plus de planches à billets, plus de cash, plus de gains. Moralité, quand c'est le merdier à Paris, c'est un downgrade. Quand il est à Tokyo, c'est bullish, de poids, de mesure. Et puis, il y a eu aussi l'assassinat de Kirk aux USA, le soutien de Trump s'est fait descendre dans la mode Kennedy. Vu d'ici, ça change pas grand chose, personne ne le connaissait, mais vu de là-bas, c'est la représentation des divisions du pays et certains experts ont augmenté encore un peu leur méfiance face à une éventuelle guerre civile, mais le même jour, le S&P 500 était au plus haut de tous les temps. Et pendant ce temps-là, en Suisse, pendant que le reste du monde se demande si Powell va baisser les taux, la Suisse vit sa petite schizophrénie économique personnelle. D'un côté, l'OFS annonce une hausse des salaires nominaux de 2,3% en 2025, et de l'autre, Credit Reform nous balance que les faillites ont explosé au mois d'août. Moralité, on gagne un peu plus, mais de plus en plus d'entreprises ferment boutique. La Suisse, c'est un peu comme un chalet avec un jacuzzi et un toit qui fuit. Tout a l'air parfait de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas tout à fait pareil. Et puis on notera aussi que les droits de douane de 39% imposés aux importations suisses aux États-Unis ne devraient pas rester à leur niveau actuel, mais pourraient reculer à terme. C'est en tout cas ce que pensent les économistes et les directeurs d'investissement qui étaient réunis à Zurich la semaine dernière, pourvu qu'ils aient raison. Quant au secteur pharmaceutique, également sous pression à cause de ça, il devrait lui bénéficier d'un règlement séparé. Et puis alors Swatch a fait un pied de nez aux droits de douane américains en sortant une édition spéciale qui joue sur les 39% imposés à la Suisse en promettant d'arrêter de la vendre dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane. J'adore le concept. Est-ce que ça payera? J'en sais rien. Mais les gens qui se contentent systématiquement de ne pas la fermer, j'aime bien. Et puis alors, on en a largement parlé dans les Morning Bulls de la semaine, mais aux States, le PPI a reculé un peu en août, le CPI grimpe toujours dans la vraie vie, café plus 21%, viande plus 16, pommes plus 10, mais Wall Street s'en tamponne. Le message officiel, c'est que l'inflation ralentit, sauf quand on enlève la bouffe et l'énergie, et le logement, là, ça accélère. Mais qui a vraiment besoin d'un toit, de nourriture et d'énergie de toute façon? En fait, aux States et pour Wall Street, si vous êtes SDF, vous ne ressentez pas l'inflation. Elle est pas belle, la vie, dans le monde merveilleux de la finance? Non, le seul narratif réel, c'est Powell baisse les taux mercredi prochain. Point barre. Si on regarde les performances de la semaine, c'est le Bitcoin qui s'en sort le mieux avec 4,95% de performance sur la semaine. Le semi-conducteur index reprend 4,17. Merci Oracle, merci les semi-conducteurs, merci Micron, merci les upgrades dans tous les sens. Le Nikkei avec son premier ministre qui s'en va plus 4%. Le CAC 40 avec son premier ministre qui s'en va plus 2%. Le S&P 500 reprend plus 1,59% et a battu 2 records la semaine dernière quand même. On n'est pas au plus haut mais pas très loin. Shanghai continue à monter aussi, plus 1,5%. Et en queue de peloton, on a la Suisse qui perd 1,4%. C'est vrai que la Suisse avait été la meilleure performance de la semaine précédente, donc forcément, il faut compenser quelque part. Au niveau des titres de la semaine sur le SMI, Amrise prend la tête, il y a eu deux, trois bonnes déclarations, mais rien de spécial. Financière Richemont qui a eu son assemblée générale, on va en reparler. Lonza qui perd 5%, Novartis qui perd 4,93% et Roche aussi. Là aussi, c'est les vainqueurs de la semaine dernière qui cotisent principalement. On va reparler de ce qui s'est passé un petit peu sur tout ça dans les prochaines minutes. D'un point de vue technique, alors la Suisse, alors regardez la Suisse, c'est juste extraordinaire quand vous regardez le graphique, j'adore parce que on peut dire ce qu'on veut, mais regardez la précision technique du truc. On avait un top au mois de mai-juin, on est allé chercher les 12 000, un peu plus au-dessus des 12 400, donc c'était là, vous voyez ici, le mois de juin au top, on est allé à 12 300, non c'est pas celui-ci, c'est celui-là, à 12 461,34, c'était le record ici,
ici. Et puis alors, la semaine dernière, on est allé chercher l'autre jour au top à 12 441 et paf, ça c'est ce qu'on appelle un double top. Retour à la case départ. Alors la question maintenant quand on regarde tout ça, c'est est-ce que le SMI va venir consolider sur cette moyenne mobile des 200 jours latérale qui passe par les 12 168 en ce moment. Donc vous voyez que ça peut être le point d'achoppement. Si ça casse ici, à mon avis, on a bien des chances d'aller rechercher de nouveau cette tendance haussière très long terme qui correspond aussi au bas du canal, autour des 12 000. Donc je pense que 12 000 est un objectif assez raisonnable sur la Suisse et ça a l'air bien parti pour y aller. Mais de nouveau, vous voyez que ces points de résistance et ces canaux latéraux sont hyper importants en ce moment et ça marche relativement bien pour les traders. Du côté du S&P 500, ça se passe de commentaires. C'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Vous voyez qu'on a battu des records 2 ou 3 fois pendant la semaine. Donc ça va très très bien du côté S&P. Il y a absolument rien à dire. Merci Oracle qui a d'ailleurs bien aidé l'indice américain. Même histoire, même photo sur le Nasdaq. C'est un peu plus haché. Mais là aussi, vous voyez, sur le Nasdaq 100, on est au plus haut tous les temps. On termine la semaine au plus haut tous les temps. Tout va bien. Tant que la tendance est là, comme disaient d'autres, la tendance est ton ami jusqu'à qu'elle change d'avis. Mais pour l'instant, tout va bien. Et ça, c'est le graphique de la semaine. Je vous en parle depuis des mois. Je disais, tant que le SOX ne refait pas de plus haut historique, attention. Eh ben, c'est fait. Le plus haut historique est fait. On a cassé la résistance justement du plus haut historique. On clôture en dessus. On consolide au-dessus. Alors, il y a eu un engouement, évidemment, sur tout ce qui est semi-conducteur lié à l'intelligence artificielle la semaine dernière. Vous voyez qu'on s'installe au-dessus pour l'instant. Donc, ce point maintenant, on va dire que les 5 956 000 vont être le point de référence sur le SOX. Si on repasse en dessous, on a des chances de revenir dans le canal latéral, ce qui enchaînerait une correction. Mais si par hasard on arrive à consolider encore un peu quelques temps, on pourrait se faire la prochaine leg pour repartir à la hausse. Donc attention, mais néanmoins, ce qu'il faut surtout retenir au niveau du SOX, c'est que ça reste un indicateur avancé. Et qui dit indicateur avancé, dit que si le SOX va bien, normalement, le reste suit toujours. Du côté du DAX, consolidation aussi, on s'accroche. On tourne autour de cette tendance haussière. Donc là, la question est assez simple. Est-ce qu'on arrive à réintégrer la version haute ou est-ce qu'on redescend faire combler des gaps qu'on a déjà très très bas? Je pense pas que c'est le cas pour l'instant. Mais l'Allemagne a de la peine à retrouver l'énergie qu'elle nous a montrée dans la première partie de l'année en tous les cas. Le CAC 40, on en a beaucoup parlé du CAC 40 cette semaine. On est dans un range toujours latéral. Là, le range a l'air de se resserrer un petit peu pour l'instant puisque l'effet Premier ministre n'a absolument rien apporté. On sait que de toute façon, le cornu n'arrivera à rien à obtenir non plus. Et puis qu'il n'y a rien qu'à changer en France sauf le downgrade. On verra lundi un peu comment sera pris le downgrade. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les prix. Donc pas grand chose à attendre. Globalement, support, on va dire, au niveau des 7650 sur le CAC, et en haut, c'est 7950. Donc 300 points de range sur le CAC. Pour l'instant, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut se concentrer. Essayer de donner sur le niveau au-dessous des 8000 et puis de racheter autour des 7650. C'est ce que ça a l'air de vouloir donner pour l'instant. Et franchement, au niveau politique et au niveau économique, on a l'air d'être d'une espèce de marasme économique qui risque de durer un peu plus que prévu. L'or est au plus haut de tous les temps. Je vous montre le graphique, mais on continue. On a tapé les 3700 cette semaine, donc tout va bien sur l'or. Il y a rien à dire. Tout le monde ne veut que ça et n'aime que ça pour l'instant. La grande question, c'est est-ce que ça s'arrêtera un jour? Goldman Sachs a mis un target cette semaine à 5000. Donc pour l'instant, je pense que la tendance est des escaliers pour aller chercher toujours un petit peu plus haut parce qu'on n'aime pas vraiment ce qui se passe dans l'environnement de marché, même si le marché lui montre que tout va bien de son côté. Le pétrole, ça va dans tous les sens. Alors on a eu du bon et du mauvais, l'OPEP+ qui ouvre les vannes, les tensions économiques qui font craindre que ça pourrait remonter, mais finalement qu'on arrive dans la mauvaise saison aux États-Unis, ce qui met que ça remet une petite pression. On finit la semaine à 62-69 sur le baril. On est au milieu de nulle part. Vous voyez que pour l'instant, ce qu'il faut surveiller, c'est les 61 en bas. Si on casse 61, il y a des chances qu'on retourne chercher les 55. En attendant, on est aussi dans un petit range latéral, on va dire 61-65 sur le WTI. On attaque avec les vedettes de la semaine. Histoire de faire oublier ces histoires de fesses, Nestlé s'offre Cérès thérapeutique, ou en tout cas essaye de se l'offrir. Une petite biotech américaine spécialisée dans le microbiome intestinal, autrement dit la science des bactéries qui campent dans votre estomac, dans votre ventre. L'offre $76 par action, soit 760 millions au total. Petit détail, Cérès valait $19 avant l'annonce. Nestlé paye donc 4 fois le prix. Mais pour mettre la main sur le SER 155, un futur traitement qui pourrait devenir une cash machine, ça vaut peut-être la peine. Comme Nestlé avait déjà un pied dans la boîte, ça ressemble plus à un mariage arrangé qu'à un coup de foudre. Mais quand t'as des milliards, tu peux aussi transformer les bactéries en or. Du côté du graphique, ça représente pas grand chose. Vous voyez qu'on a, après l'histoire du CEO,
on oscille. Donc là, pour l'instant, on consolide à basse altitude. J'ai pas l'impression qu'on va être capable d'aller retourner en dessous des 70, enfin, aux 70 francs suisses. Mais voilà, on consolide, à surveiller si on a une petite accélération encore. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on est dans des zones de support à 2 ou 3 balles près. Il n'y a pas grand chose à attendre. Il faudra juste attendre justement de voir l'évolution de ces prochains mois et la restructuration qui continuera ou pas, ou bien ou pas bien chez Nestlé. Chez Sando, on a fait la paix avec Regeneron. Résultat, le Balois pourra lancer l'Enzivu, son biosimilaire d'Elia, traitement clé de la rétine aux États-Unis dès fin 2026, voire plutôt si la chance sourit. Pourquoi c'est gros? Parce que Regeneron brandissait 46 brevets pour bloquer la concurrence jusqu'en 2040, mais Sando a obtenu l'aval de la FDA et même le statut d'interchangeable. Les pharmaciens américains pourront donc remplacer les Elia par Enzivu sans demander. Moralité, Sando décroche son ticket pour jouer dans la cour des blockbusters à plusieurs milliards. La nouvelle peut paraître excellente, mais vous voyez que c'était un peu le sel de news, puisque finalement le titre ne fait rien, mais revient sur sa moyenne mobile des 50 jours. Donc pour l'instant, on surveille ici. D'un point de vue des indicateurs techniques, on a l'impression qu'on est revenu bien bas. Donc quelque part, on pourrait se dire que sur ces niveaux-là, les 47, ça paraît plutôt intéressant. Si vraiment ça venait à craquer, on a encore malheureusement beaucoup de chemin à aller chercher la moyenne mobile des 200 jours. Mais on peut espérer que l'ancien sommet d'ici, autour des 45 francs suisses, fera office de support. Novartis a donc fait une nouvelle offre de rachat sur une nouvelle boîte américaine et ils veulent racheter Tourmaline pour 1,4 milliard de dollars ou 48 dollars par action. Mais ce qui a vraiment fait bouger le titre cette semaine, c'est Goldman Sachs qui a décidé de casser l'ambiance chez Novartis. Vendredi, les Américains de Manhattan sont passés de neutre à sell sur le titre avec un objectif de cours raboté de 95 à 94. 1 franc de moins. On dit long sur l'utilisation des spreadsheets Excel. Dans la pharma européenne, Goldman voit 3 gros clans. Les rockstars de la croissance avec Novo Nordisk, AstraZeneca. Les retardataires de l'innovation avec Roche, Novartis, Sanofi et Glaxo. Et les cas désespérés, bonjour Bayer. Et alors, Novartis, malgré son classement chez les retardataires, a donc cartonné ces dernières années grâce à des rachats d'actions massifs et une belle série de hausses. Mais Goldman prévient, entre la fin de l'exclusivité d'Entresto et la concurrence générique qui s'intensifie et un pipeline pas forcément excitant à court terme, la dynamique pourrait s'essouffler. Moralité, Novartis a fait illusion avec des artifices financiers et quelques blockbusters, mais côté innovation pure, c'est le dur retour à la réalité. Alors vous voyez de nouveau notre fameux canal latéral sur Novartis, et donc on a essayé de passer au-dessus des 100, mais non, finalement ça revient après le downgrade de Goldman Sachs. Donc là on a un premier objectif à 97,85 sur la moyenne mobile, puis un deuxième à 94,73 sur la moyenne mobile des 200 jours. D'un point de vue technique, je pense que maintenant, comment est-ce qu'il faut essayer de s'organiser ? Bon, d'ailleurs, ce que dit Goldman Sachs, on s'en fiche. Leur objectif de 94, il est déjà atteint ou presque. Donc, ça, c'est un détail. Je dirais qu'à première vue, on pourrait peut-être aller chercher les 93,50 pour rigoler. Et là, il faudra essayer de remettre un pied dedans pour jouer la cassure finale sur Novartis. Je reste plutôt constructif. Mais vous voyez encore une fois que ces canaux latéraux fonctionnent plutôt pas mal parce qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer une grande tendance de fond sur Novartis ni sur le SMI d'ailleurs. Toujours du côté analyste, JP Morgan était en mode « Tiens, si je félicitais les banques suisses », UBS garde donc son statut overrate avec un objectif relevé malgré les risques d'intégration du Crédit Suisse. La banque est jugée solide, capable de respecter les règles de capital dans les 8 ans, tout en continuant à arroser en dividendes. Même verdict pour Julius Baer avec ses soucis de crédit. La stratégie recentrée sur la gestion de fortune plaît beaucoup à JP Morgan, qui confirme son overweight et table sur des bases désormais beaucoup plus saines. Donc, relativement bonne semaine, pas euphorique, mais bonne semaine sur les banques suisses. Chez Richemont, c'était l'Assemblée Générale à la mode Louis XIV. Cause toujours, on décide quand même parce que c'est notre boîte. Mercredi, les fondateurs ont tenu la maison d'une main de fer et les critiques sur la rémunération des dirigeants venus de ISS, Glass Lewis ou Ethos ont été balayés comme des miettes sur un smoking. Et résultat, tous les points sont passés tranquilles, à l'aise. La direction touchera donc ses bonus bien garnis. Les actionnaires se servent d'un dividende de 3 francs par action et 30 centimes sur les tranches B. Et tous les administrateurs ont été réélus comme si de rien n'était. En prime, Wendy Louabi a été nommée représentante des actionnaires A. Moralité, chez Richemont, c'est toujours le luxe pour les dirigeants.
et le reste du monde peut râler tant qu'il veut, ça ne changera strictement rien à la fête. Et vous voyez sur le graphique, effectivement, on a l'air de s'en foutre royalement. Néanmoins, à surveiller la résistance de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 149,89. On voit que ça fait 3 jours qu'on bute dessus. Alors attention qu'on ne se fasse pas un petit retour, parce que si on se le fait, on a largement la place d'aller se stopper à 139,95 et pire à 130. Mais ça, ce sera plutôt dans des conditions de marché qui vont être bien sûr dictées par ce qui se passera la semaine prochaine. Je ne vous répète pas encore une fois qu'il va se passer un truc important sur les taux américains, mais ça se décidera un peu par rapport à ça, voir si les marchés sont fatigués et que finalement les taux sont dans les prix. Peut-être qu'on aura quelques prises de profit. Je dis bien peut-être. On attaque tout de suite avec le en vrac de la semaine. Avis Victoria qui ouvre le bal avec des recettes et rentabilité en hausse au premier semestre, tiré par son cœur de métier, l'hôtellerie et la santé. BKW a mis la main sur l'allemand Südvolt, un spécialiste de la flexibilité électrique, et en profite pour relever 200 millions de francs sur les marchés, échéance 2031. Medacta, le Tessinois des implants orthopédiques, affiche un bénéfice net de 60 millions d'euros, soit 50% de plus sur un an grâce au rachat de l'américain Parcus Medical dans la médecine du sport. Stadler Rail continue de remplir ses carnets de commandes, 8 rames pour Zentralbahn en Suisse et 2 trains supplémentaires pour la Slovaquie, valeur totale près de 250 millions. Swissquote de son côté prépare le lancement européen de sa néobanque You avec une mise aux normes réglementaires déjà en cours. Idorsia s'offre une bouffée d'air, plus 10% en bourse après une étude représentée à Singapour montrant que ces somnifères présentent très peu de risques d'abus ou de dépendance. Meyer Burger en revanche, c'est terminé. La SIX a refusé un nouveau report de ses comptes. Le titre est suspendu et la décotation est actée. Kuehne+Nagel décroche un client en or. Lego lui confie toute la logistique de son futur centre de distribution au Vietnam. Baloise et Helvetia ont obtenu le feu vert pour leur fusion qui sera effective début décembre. Bioversis, petite biotech baloise, réduit son déficit en augmentant légèrement ses recettes et surtout en coupant ses coûts. Galenica élargit son terrain de jeu. Le grossiste en pharma se lance dans le diagnostic médical avec un Labor Team qui devient une unité à part entière. MCH Group, organisateur de foires, améliore ses résultats grâce à des mesures d'efficacité et promet de garder le rythme au second semestre. BVZ, l'exploitant ferroviaire valaisan, signe un semestre record. Chiffre d'affaires en hausse de 7,6% et bénéfice qui bondit de 38%. RNS Group affiche un bénéfice net plus que doublé à 28,8 millions, même si la marge opérationnelle recule un peu. SLH Télémédecine élargit ses pertes, mais vise une levée de 30 millions de dollars pour se relancer. SMG Swiss Marketplace Group prépare son IPO avec une valorisation attendue autour de 4,5 milliards de francs. Meyer Tobler, spécialiste du chauffage et de climatisation, boucle une nouvelle tranche de rachat d'actions, même si la participation est restée un peu en dessous des attentes. Et pour terminer, Villard Holding voit ses revenus reculer, mais améliore sa rentabilité grâce à des mesures d'économie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Que François Bayrou peut tomber 10 fois les marchés sans contre-foot, que l'inflation refuse toujours de baisser, mais que les traders n'entendent qu'un seul refrain: Powell baissera les taux, que Fitch a officiellement collé la France au fond de la classe, que le BLS nous raconte des salades à hauteur de presque 1 million de jobs, que la BCE meuble ses conférences et qu'Oracle s'est transformé en fusée spatiale. Et malgré tout ça, les indices battent des records. Moralité, les marchés ont trouvé leur nouvelle drogue. C'est plus l'IA, c'est plus les résultats des entreprises, c'est plus la géopolitique. La seule donnée qui compte et qui comptera pour les marchés, c'est la Fed le 17 septembre. Powell baisse les taux, c'est génial. Il temporise, c'est le début d'un film d'horreur. Mais rassurez-vous, il ne temporisera pas. Ensuite, on se demandera ce qui va se passer après. Oui, après le FOMC meeting. Oui, parce qu'après, on va quand même devoir se concentrer sur le reste des FOMC meetings du reste de l'année. Et on risque bien de rejouer le même film. Inflation, chiffre de l'emploi. Mais bon, en général, la suite n'est jamais aussi bien que le premier épisode. Voilà, comme d'habitude, on s'abonne, on clique sur la cloche, on like, on partage, on commente. Merci d'être déjà 63 000 à l'avoir fait. Et on se retrouve donc lundi matin pour de nouvelles aventures et un nouveau Morning Bull live. Excellent week-end à tous. Bye bye.